Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Depuis son retour au pouvoir en 2010, le Premier ministre hongrois Viktor Orban enchaîne les réformes et les discours, bafouant les valeurs démocratiques de l'Union européenne. Attaques ciblées contre l'indépendance de la presse, contre l'indépendance de la justice, contre les minorités roms et juives notamment, traque des allocataires sociaux et des sans-abri, tout y passe, en ce compris la volonté de réintroduire la peine de mort. Dès lors, la Hongrie est-elle toujours une démocratie ? Et finalement, que peut faire l'Union européenne pour s'opposer aux dérives autoritaires du régime hongrois? Ce sont les questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. Jean-Paul Martos, bonjour. Bonjour. Vous êtes le correspondant en Europe du Comité de protection des journalistes et vous êtes également le vice-président Europe de l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. Pierre-Arnaud Perotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Fédération humaniste européenne et vous êtes justement parti en Hongrie récemment, Hongrie, d'où vous nous avez rapporté ce petit reportage que je vous propose de regarder en guise d'introduction, un reportage qui dresse assez bien le tableau du dossier dont nous allons parler aujourd'hui. It's mostly about corruption, but also a trend towards a dictatorship that Viktor Orban wants to achieve. We call him Victator, from Victor and Dictator, because he wants to oppress everyone around him. For me, what was new today was that many of the speakers were stressing they were not just unhappy with this government, they were unhappy about the whole 25 years since the change of political system, and I think many people feel that way. It began with a ridiculous little text on internet, but of course everything comes up. Corruption is a hot issue now because it is really endangering our everyday life today. We are bringing a European flag and we are bringing a Norwegian flag as well. Europe, because we feel deeply that this government is going against the European values, and we are very much unhappy with that. And all these people would be happy to belong more to the western part of Europe than to belong to the Russian Empire. Depuis son écrasante victoire aux élections de 2010, le Fidesz, parti de Viktor Orban, détient plus de 2/3 des sièges au Parlement hongrois. Cette supermajorité lui a permis de faire passer un grand nombre de réformes qui modifient en profondeur les équilibres des institutions et affaiblissent les droits fondamentaux. J'ai fait mon bac à 90, donc pendant le changement, pendant la chute du mur. Et donc j'étais dans Fidesz, bien évidemment, comme tous les jeunes autour de moi, parce que c'était vraiment une époque historique quand tout était possible. Et après j'ai quitté ce parti donc à 93, quand on a constaté que Viktor Orban ne voulait pas tout à fait la même chose que nous. Parce qu'à 93, c'était déjà compris que le but d'Orban, c'est juste avoir le pouvoir. Rares sont les domaines qui ont échappé à une reprise en main du pouvoir. Nomination politique des juges, interdiction de l'avortement, définition juridique de la famille qui exclut les couples homosexuels, pression sur les journalistes et criminalisation des sans-abri. Les ONG sont également dans le collimateur. À l'automne 2014, la police a mené des perquisitions dans les locaux de 2 organisations sous prétexte qu'elles menaient des actions politiques contre le gouvernement avec l'appui financier de l'étranger. Vera Moda dirige l'une d'entre elles. Yeah, I was still at home like 8:30, preparing, having my morning coffee, when I received a phone call, and the caller said she was a police officer, pretty high-ranking one actually. And said that she's here in the office and wondered when I would come in. They basically conducted a full search of the house. They opened every drawer, every filing cabinet, looked into all sorts of papers, and eventually they took like 50-60 centimeters of
big pile of documentation. The goals and the priorities of the NGO fund, which were set by the donors, in fact, not by us, are very strongly focused on democracy development. The donors are using keywords like good governance and public participation and advocacy and anti-racism, empowerment, etc. So yes, we do fund NGOs that are critical towards the government, but not only this government, but any government. Poussé dans le dos par le Jobbik, un parti d'extrême droite nationaliste et antisémite, le gouvernement a érigé un monument en mémoire des victimes du nazisme. Un aigle représente le régime nazi qui fond sur l'archange Gabriel, symbole de la Hongrie victime de l'agresseur. Cette représentation passe complètement sous silence le rôle de l'État dans la déportation et la mort de 400 000 juifs en 1944. Un buste de l'amiral Horthy, chef de l'État qui a collaboré avec les nazis, trône d'ailleurs à quelques mètres seulement du monument. Cette utilisation politique de l'histoire au service d'un nationalisme autoritaire et ce détricotage de la démocratie hongroise se déroulent sous le regard désapprobateur mais largement impuissant de l'Union européenne. Mais la société civile ne reste pas pour autant inactive et la résistance s'organise. I think civil society does need to organize, and we do need political parties, but it's time to have something new, and it's time to have those who haven't been in power before. Hungarians have lost trust in this government and also the one before. Now we have 4 years until the next elections, and I hope that these protests are the beginning of organizing for something completely new. We do not have anybody to rely on. We have to do groundwork. We have to form new organizations or strengthen some that are alive, and that is the only hope. Pierre-Arnaud Perotti, dans ce reportage que vous avez réalisé avec Pierre Skonbrot, on vient de voir un florilège de diverses mesures prises par le gouvernement hongrois au cours de ces dernières années. Est-ce qu'on peut en déduire que la Hongrie aujourd'hui n'est plus une démocratie ? Formellement parlant, si, c'est une démocratie parce qu'il y a toujours un parlement qui fonctionne, mais la difficulté, c'est que Viktor Orban, en tout cas son parti, a obtenu une telle majorité depuis 2010 qu'il fait à peu près ce qu'il veut. Il met les questions qu'il veut à l'agenda politique et il a un accès direct à la Constitution puisqu'il a 2/3 des sièges au Parlement et que donc les espèces de supermajorités qui avaient été mises en place en Hongrie comme dans d'autres pays pour protéger les constitutions, eh bien on se rend compte que ces freins, que ces protections en fait sont assez faibles à partir du moment où un parti a une telle emprise sur la vie politique. Donc formellement démocratie oui, mais tout ce qu'il met en œuvre dans ces modifications tend à démontrer un projet véritablement totalitaire. Il y a notamment un problème en termes de séparation des pouvoirs. Oui, clairement, quand on a un tel degré de pouvoir, eh bien, on voit qu'il peut faire pression sur les juges, qu'il peut nommer des juges un peu à sa guise ou modifier l'âge de la retraite, qu'il peut toucher à la Constitution pour modifier la famille, la définition de la famille, toucher la protection du fœtus, la protection des journalistes, on en parlera, mais ça va au-delà de ça, ça va au-delà de l'aspect strictement juridique, puisqu'il y a véritablement une manière d'utiliser l'histoire, on l'a vu dans l'exemple du monument aux victimes du nazisme, mais aussi dans les manuels scolaires, l'État a repris en main une série d'écoles qui étaient gérées avant par les municipalités, et donc dans la réécriture des manuels scolaires, tout ça participe d'une volonté du pouvoir non seulement de réécrire l'histoire, mais d'écrire le présent à sa sauce dans un projet qui véritablement, par sa globalité, par la taille de l'emprise qu'il a sur les institutions, y compris culturelles hongroises, pour moi est véritablement totalitaire. Ça va très très loin, ça va notamment jusqu'à la traque des sans-abri. Les sans-abri, il est d'ailleurs devenu illégal d'être sans-abri en Hongrie. Oui, c'est complètement absurde évidemment. En 2011, le gouvernement a pris une loi qui criminalise les sans-abri. Ça, on pensait que pour nous, ça date du 19e siècle, même pas du siècle dernier. La Cour constitutionnelle a censuré la loi l'année suivante, en 2012, en disant que c'était une atteinte à leur dignité d'être humain que de les pénaliser. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? Au lieu de se conformer à cet arrêt, eh bien, il a modifié les pouvoirs de la Cour constitutionnelle dans la Constitution pour que la Cour ne puisse plus se pencher sur la loi, a repris la même loi. Et donc aujourd'hui, on a des sans-abri qui sont poursuivis, passibles de peine d'amende, voire de prison s'ils sont récidivistes, qui n'a évidemment aucun sens, a fortiori quand on a mené une politique aussi ouvertement libérale et débridée que le gouvernement Orban, qui a laissé un grand nombre de gens sur le carreau. Jean-Paul Martos, qu'en est-il de la liberté de la presse en Hongrie aujourd'hui ?
En fait, ça correspond d'une certaine manière à ce qu'on vient de dire sur l'aspect très majoritaire de ce gouvernement qui considère finalement que comme il a la majorité, une grande majorité, les minorités n'ont pas de droit. Donc c'est un peu dans cette optique-là qu'il faut voir ce qui s'est passé avec la presse. L'objet, c'est vraiment de contrôler les médias, de dominer les médias, non pas d'interdire nécessairement. C'est un peu le modèle Poutine, si j'ose dire. On n'exclut pas tout le monde, mais on fait en sorte que le discours du gouvernement domine résolument sur l'opinion publique. Et donc, dans ce cas-là, on adopte des lois qui font en sorte que finalement, le Conseil des médias, qui est chargé de gérer les médias, notamment les médias de service public, eh bien, soit totalement sous la coupe du parti au pouvoir. Et pendant longtemps, parce que les membres sont élus au-delà même d'un mandat électoral pour 9 ans. C'est faire en sorte aussi que la publicité d'État, qui est un élément extrêmement important dans un pays comme la Hongrie, soit distribuée selon des critères qui ne sont pas nécessairement très respectueux de ce que le marché demanderait, par exemple, mais qui sont respectueux, oui, des intérêts du parti au pouvoir. C'est aussi faire en sorte que les journalistes soient insécurisés, dans la mesure, par exemple, où la diffamation est criminalisée, donc peut conduire à la peine d'emprisonnement. C'est faire en sorte aussi, finalement, que le contenu qui s'exprime dans les médias soit sous contrôle, que, par exemple, si on qualifie un parti d'extrême droite, eh bien, on fait de l'opinion. On ne fait pas du journalisme, d'information. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui, finalement, permet de bien caractériser ce gouvernement, qui est un gouvernement, évidemment, qui se réclame de la démocratie, mais qui exerce un système politique bien plus proche d'une forme d'autoritarisme que ce que l'Union européenne attendrait d'un de ses membres. Alors, comment réagissent les journalistes sur place? Ils s'opposent, ils résistent malgré tout? Mais je pense qu'il y a une partie des journalistes qui se coulent dans le système, comme partout, je veux dire. Mais moi, j'ai rencontré en octobre des dizaines de journalistes hongrois qui se battent résolument, pied à pied, finalement, contre les mesures qui ont été adoptées, comme un collectif de journalistes, mais aussi qui cherchent à inventer d'autres manières d'informer, au travers notamment de la création de centres d'information alternative, de sites Internet. Il y a aussi encore quelques médias qui échappent à l'emprise du pouvoir. Et donc, il y a encore aujourd'hui, en Hongrie, une partie significative de la presse qui n'est pas totalement contrôlée par le pouvoir. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui sera certainement l'un des leviers qui permettra à terme de contester, peut-être bien plus que l'Union européenne d'ailleurs, de contester le règne du Fidesz. Et que je pense que la manifestation qu'on en a vue contre la taxe d'Internet est un élément extrêmement important parce que c'est d'abord en Hongrie qu'on pourra faire changer les choses. Pierre-Arnaud Perotti, on a le sentiment que ces mesures vont crescendo. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment, elles atteignent un point de rupture qui va vraiment déclencher une réaction de la part de la population hongroise? Parce qu'on le rappelle, il y a quand même 2 tiers des électeurs qui ont voté pour ce parti. C'est difficile à dire, difficile de parler pour eux, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sent un mécontentement croissant de la population. Il y a une dame dans le premier sujet qu'on a vu qui nous dit attendez, en gros, ça fait 10 ans qu'on est dans l'Union européenne, hein, puisqu'ils ont rejoint le cercle européen en 2004. On n'a pas seulement adhéré à un marché, on était là pour des valeurs. On avait le choix de l'autre côté avec la Russie et l'ancien empire russe. Et là, on a adhéré à l'Union européenne et on a l'impression que l'Union reste quand même fort passive par rapport à tout ce qui se passe. Jean-Paul Bartos, vous avez dit dans votre intervention précédente qu'on était peut-être dans le cas de figure d'un modèle Poutine, qui est d'ailleurs une source d'inspiration pour Viktor Orban. Oui, on n'est pas encore arrivé au modèle Poutine, mais c'est vrai que le Premier ministre, enfin le président hongrois s'est exprimé, s'est exprimé favorablement en fait à l'égard d'un certain nombre de gouvernements de type majoritaire, dont Poutine. Donc, ça dit, la Hongrie n'est pas actuellement la Russie. Il y a encore une résistance beaucoup plus forte qui est organisée par l'opinion publique. Et puis en plus de ça, il y a vraiment au sein de l'opinion une partie beaucoup plus importante de la population qui est capable de s'exprimer encore. Et en fait, lors des dernières élections, le Fidesz a quand même perdu un certain nombre de pourcentages. C'est parce que le système favorise finalement une majorité parlementaire, mais en termes de vote, on arrive en dessous des 50%. Donc il y a 2 tiers des sièges, mais moins de 50%. Oui, avec la difficulté que le Fidesz est parfois poussé dans le dos par un parti encore plus extrême qui est le Jobbik, qui a quand même fait des gros scores aux dernières élections. On parle de 20% aux législatives. Un parti d'extrême droite, un parti d'extrême droite, antisémite, anti-rome, extrêmement nationaliste, ouvertement nazi. Je pense qu'on peut lire dans leur code, dans leur sigle, dans leur habillement, ils ne s'en cachent pas beaucoup.
Et ils ont quand même fait, oui, près de 20% aux élections législatives. Ça exerce donc une pression sur le gouvernement qui tend à pousser le curseur un peu plus vers la droite et l'extrême droite. Certainement, on a pu voir ça dans d'autres pays européens. C'est pas l'apanage de la Hongrie, mais c'est sûr que ça pourrit encore un peu plus le climat politique hongrois. Je vous propose de donner à présent la parole à un membre de la société civile hongroise qui lance, à travers cette interview que nous vous proposons, un appel à l'Union européenne. On l'écoute et on en reparle en studio juste après. Accession, we had to meet the Copenhagen criteria, which included, like fundamental democratic values, rule of law, how the system of checks and balances is set up. And it's a very bizarre situation that once you become a member of the club, no one is actually looking at whether you still keep to those basic rules of the club. And what the Hungarian example, I think, shows that even if you cannot imagine that a certain political power will have this kind of majority and these kind of legal possibilities, it can happen. Even if you try to design your legal system very carefully, I mean, history and politics can create really unexpected scenarios, and what happened in Hungary is exactly this, that one certain political power got an absolute majority. They are able to amend the constitution anytime. So I think what I would expect from the EU is very quickly start thinking about this and developing those mechanisms that can actually have an impact, a real impact, including maybe, financial means. But obviously not, like suspending all EU funding, because that would be a punishment of not the government, but the people and the country, which is something that we don't want. Pierre-Arnaud Perotti, on a posé la question en introduction de cette émission. Effectivement, que peut faire finalement l'Union européenne pour s'opposer à cette dérive autoritaire? On a le sentiment que l'Europe, d'une certaine manière, est soit impuissante, soit qu'elle n'a pas vraiment la volonté d'intervenir. Je pense qu'on devrait plutôt parler de volonté politique, en fait. L'Europe a des outils à sa disposition. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un fameux article 7 du traité de l'Union européenne qui contient un mécanisme qui peut aller jusqu'à suspendre les droits de vote d'un pays au Conseil, qui est une arme un peu extrême que certains ont qualifiée de bombe atomique, mais que ça arrange de qualifier de bombe atomique parce que c'est par définition l'arme qu'on ne va jamais utiliser. Et donc, dans ce vide, finalement, dans cette impossibilité, disent les dirigeants européens, d'agir, ça a laissé beaucoup de place au gouvernement hongrois. Mais ceci dit, l'Union européenne aurait pas mal d'autres leviers à sa disposition qu'elle n'a pas été... Comme lesquels, par exemple? Dans les discussions politiques, il y avait clairement moyen d'utiliser des sanctions financières, il y avait clairement moyen de faire des rappels, de montrer des procédures d'infraction ont été lancées, mais on sait qu'elles prennent beaucoup de temps. Donc ce n'est pas forcément la meilleure manière. Dans la manière dont l'Union européenne et le Conseil de l'Europe se sont concertés, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Donc de manière globale, je crois qu'on peut dire que politiquement, l'Europe a quand même échoué à faire respecter ses valeurs, parce que là on touche des valeurs fondamentales de l'Union européenne qui ont été modifiées dans la Constitution hongroise, et que l'Europe n'a pas été en mesure de mettre autant d'énergie et d'attention qu'elle est en mesure, par exemple, de mettre dans la crise grecque, pour prendre un exemple qui n'est pas tout à fait dans le même sujet, mais qui touche aux valeurs importantes de l'Europe aussi. Jean-Paul Marteau, alors que peut faire l'Union européenne pour remettre un peu sur le droit chemin, en tout cas sur le chemin des valeurs européennes, le gouvernement hongrois? Je pense tout d'abord qu'il faudrait que l'Union européenne décide de s'affronter sérieusement à ce problème. C'est-à-dire que d'une certaine manière, actuellement, le parti du Premier ministre, le Fidesz, est membre d'une coalition au Parlement européen dont fait partie le principal parti européen, qui est le Parti populaire européen. Et jusqu'à présent, même si certains membres au sein de ce parti ont exprimé en privé en général leur désaccord, ce parti continue à la défendre. Donc c'est un des premiers obstacles à faire sauter, c'est enlever la légitimité que confère actuellement au système hongrois mis en place par le Premier ministre, que cette légitimité soit niée par le Parti démocratique, qui est le principal parti au sein du Parlement européen. Ça pourrait permettre peut-être à des gouvernements, à ce moment-là, de regarder de manière plus sereine ce qui se passe en Hongrie et d'en tirer les conclusions. Ce qui se passe en Hongrie actuellement est en train de menacer l'ensemble du système européen. C'est-à-dire que si on n'intervient pas pour qu'un pays membre de l'Union européenne respecte les valeurs les plus fondamentales de l'Union, ça permet dans d'autres pays précisément de se référer au mauvais exemple hongrois pour eux aussi peu à peu détricoter un système. Donc on est vraiment dans une menace réelle
essentiel pour l'Union européenne. Et donc il faudrait que l'Union européenne adopte sérieusement des mesures. Et nous pensions, dès 2012 d'ailleurs, à Human Rights Watch comme au CPJ, que l'article 7, décrit comme un article impossible à utiliser parce qu'il créait une explosion nucléaire, aurait pu être utilisé, et que d'une certaine manière on prétend que c'est un article trop dur pour dire écoutez, on n'a pas de moyens réellement, alors on essaie d'inventer d'autres systèmes, de mécanismes, ce qui est une bonne initiative, de chercher des mécanismes qui permettraient d'avancer vers une sanction plus grande, qui serait réellement une sanction qui ferait réfléchir le gouvernement hongrois. Parce qu'au sein de la population hongroise, il y a quand même une forte adhésion à l'idée qui est exprimée à plusieurs reprises lors de ces reportages, une adhésion à l'Europe, non pas seulement comme un projet économique, mais comme un projet de valeur. Et je pense que là, l'Union européenne est en train de tourner autour du problème hongrois sans en tirer réellement la nature dangereuse. Perrano Perotti. Oui, effectivement, je pense qu'il est juste de rappeler que la Commission, un peu pressée de toutes parts et un peu gênée sans doute, a sorti un mécanisme intermédiaire il y a quelques mois, en 2014, une sorte de pré-article 7, de mécanisme d'alerte où elle formalisait, la Commission formalise, bon, tout le monde avait l'exemple hongrois en tête, mais la Commission a formalisé le dialogue avec l'État membre qui poserait problème. La difficulté de ce mécanisme, c'est que tant que la Commission ne montre pas et n'est pas vraiment prête, tant que le Conseil, tant que l'Union européenne n'est pas prête à déclencher ce mécanisme de l'article 7, on parle dans le vide. Des pays ou des pays qui posent problème savent très bien que le bâton ne va pas être utilisé, donc c'est très bien d'avoir un beau bâton et de s'y référer, mais si tout le monde sait que vous n'allez pas l'utiliser, vous prêchez un peu dans le vide, quoi. Et comme le disait l'autre jour un responsable de la Commission européenne lors d'une session au Parlement européen, en privé, enfin, c'était une réunion de travail, il disait l'option nucléaire, en fait, ce n'est pas la suspension des droits de vote, c'est l'expulsion. Et il faudrait qu'un jour, peut-être, l'Union européenne envisage sérieusement d'expulser un État membre si vraiment cet État membre viole systématiquement les valeurs les plus essentielles de l'Union. D'autant plus que les valeurs en question, on demande aux pays qui sont candidats à l'adhésion de l'Union européenne de les respecter. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation un peu absurde. On demande d'une part aux nouveaux adhérents ou aux potentiels adhérents de respecter une charte de valeurs. Et une fois qu'on est dans le club de l'Europe, il semblerait qu'on ne soit pas obligé de les respecter. Ben, c'est tout l'enjeu, effectivement, de créer une sorte de mécanisme de Copenhague interne, puisque les fameux critères de Copenhague, ce sont des critères que les pays candidats à l'accession à l'Union européenne doivent respecter, sur lesquels on est, comme vous disiez très justement, attentif. Ben, une fois que les gens sont là, les États membres sont là, on est beaucoup moins regardant. Donc il faudrait pouvoir créer un mécanisme qui permet de surveiller l'état des droits de l'homme à l'intérieur de l'Union européenne. Et les mécanismes existants sont insuffisants aujourd'hui. On n'a pas de mécanisme indépendant suffisamment fort politiquement ou juridiquement qui le permet. La Cour européenne des droits de l'homme est très forte, mais elle est en dehors de l'Union européenne. Donc il y a tout un enjeu d'articulation aujourd'hui de défense des droits de l'homme entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne pour arriver, l'objectif c'est d'arriver à une meilleure protection au sein de l'Union européenne. Et ça pose des enjeux, des questions sont certainement compliquées, mais l'enjeu est important. On sait que partout en Europe, les mouvements populistes ont le vent en poupe. Est-ce qu'il n'y a pas un risque non plus, si on n'intervient pas sur le cas hongrois, d'envoyer un mauvais signal à tous ces mouvements populistes qui gonflent, que le jour où ils arriveront au pouvoir, mais en fin de compte, ils pourront eux aussi faire un peu ce qu'ils veulent et s'asseoir sur les valeurs européennes? Jean-Paul Marthoz. Oui, sûrement. Je pense que c'est un risque posé par la Hongrie dans la mesure où, d'une certaine manière, le Fidesz prétend proposer un certain nombre de politiques en disant, écoutez, en faisant cela, on se protège contre ce qui serait bien plus grave pour l'Union européenne, l'arrivée au pouvoir, peut-être à Budapest, de ce parti d'extrême droite, Jobbik. Et donc, il y a cette contamination générale, finalement, du discours européen par ses forces les plus extrêmes. Mais aujourd'hui, on a un gouvernement qui est en train d'appliquer une politique qui est une politique nationaliste, une politique très antisociale, une politique qui va à l'encontre de l'esprit même qui a inspiré l'Union européenne, et en plus de ça, qui commence à poser un problème de politique étrangère pour l'Union européenne, parce qu'il y a l'aspect évidemment interne, mais la manière dont l'actuel gouvernement se positionne dans un certain nombre de dossiers, et notamment à l'égard de l'Ukraine et à l'égard de la Russie, pose un problème à la politique étrangère des États-Unis, de l'Europe. Et d'une certaine manière aussi, le cas hongrois pose un problème plus général pour l'Europe.
parce que dans quelle mesure est-ce que l'Union européenne peut, à l'extérieur de ses frontières, proposer des modèles de démocratie, de gestion de l'état de droit, de bonne gouvernance, si au sein même de l'Union européenne, elle tolère un pays qui précisément viole assez systématiquement, il faut bien le dire, les principes les plus essentiels de bonne gouvernance, de respect de l'état de droit, de démocratie, de liberté. Et donc là, c'est aussi un enjeu considérable. Quand on voyage à l'étranger, en dehors de l'Europe, et qu'on propose, par exemple, à un certain nombre de pays de décriminaliser la diffamation, par exemple, mais ils disent, mais écoutez, mais en Hongrie, c'est criminalisé. Personne ne semble être mis en cause par l'Union européenne. C'est la crédibilité de l'Europe qui est en jeu. Tout à fait. Oui. À ce sujet-là, Pierre-Arnaud Perotti, on a vu lors du dernier sommet européen à Riga, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, accueillir le Premier ministre Viktor Orban avec cette petite phrase « Bonjour dictateur ». Est-ce que c'est de la communication politique? Est-ce que c'est de la diplomatie mal enjancée? Ou bien est-ce que c'est autre chose selon vous? Je ne sais pas s'il était tout à fait maître de son esprit, jusqu'à quel point c'était une plaisanterie voulue ou pas. Ça, je lui laisse le soin de s'exprimer un jour ou pas. Maintenant, c'est sûr, c'est qu'il s'en sort à bon compte par cette pirouette. Jean-Claude Juncker fait partie du PPE, dont on parlait tout à l'heure, qui est le plus grand parti européen au sein du Parlement européen, et dont le Fidesz fait partie. Donc Jean-Claude Juncker avec quelques pouvoirs et a encore aujourd'hui quelques possibilités de se montrer critique, voire d'exclure du PPE le parti de M. Orban. Donc je pense que soit c'est de l'humour un peu cynique, soit c'est une pirouette un peu légère. Jean-Paul Bartos, vous partagez cet avis? Oui, moi je pense que c'est un peu simple finalement de jouer sur un buzz qui va être diffusé par YouTube et que pas mal de gens vont regarder en disant enfin, finalement il est sympa ou bien il dérape ou bien n'importe quoi. Non, le problème c'est que ce qu'on attend du président de la Commission européenne, c'est un langage clair qui défend les droits fondamentaux de l'Union et surtout qui exploite de manière jusqu'au bout toutes les prérogatives qu'actuellement le droit européen accorde à la Commission européenne, parce que la Commission européenne a fait un certain nombre de choses en utilisant son mandat, mais pas assez. Et donc, je pense que maintenant, ce qu'on attend de la Commission européenne, ce n'est pas de faire des blagues, c'est vraiment de se dire, c'est tellement sérieux ce qui est en train de se passer, tellement sérieux pour la crédibilité de l'Union européenne, c'est la Commission de la dernière chance, a dit Jean-Claude Juncker. Et je pense qu'il a raison. Alors, il devrait leur en tirer les conséquences pour la manière dont il pourrait appliquer à la Hongrie les principes, mais aussi les prérogatives dont il dispose comme président de la Commission et faire en sorte que la Hongrie ne soit pas un des éléments qui contribuent à l'effilochage du rêve européen. C'est une magnifique conclusion de cette émission que vous venez de nous proposer là. Merci à vous, Jean-Paul Martos, merci à vous, Pierre-Arnaud Perotti, d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairé sur le cas de la Hongrie. On a bien compris les enjeux et les enjeux qui nous concernent tous en tant que citoyens européens. Merci à vous également de nous avoir suivis, évidemment. Au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine édition de Libre Ensemble. Au revoir.